Alors Georges Nizar, on a parlé du fonctionnement de l'hôpital, des solutions que vous essayez de leur apporter. Qu'est-ce qu'il en est des médecines complémentaires? Est-ce qu'elles commencent à rentrer dans les hôpitaux comme dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a une ouverture qui commence à... Oui, mais elle est timide. Tout simplement parce que ne rentre à l'hôpital que la médecine officielle. On ne peut pas faire véritablement de médecine parallèle si on n'a pas un quitus de ce que sont les cours officiels que l'on distribue, que l'on donne aux médecins eux-mêmes. C'est-à-dire que cette médecine parallèle, on la trouve à la périphérie de l'hôpital. Des médecins eux-mêmes peuvent dire éventuellement, allez voir un de mes collègues, il pratique l'acupuncture, il pratique telle technique, et ces techniques ne sont pas à l'intérieur même de l'hôpital, mais à sa périphérie. Dans des pays comme les États-Unis, par exemple, on admet qu'une personne qui a une pratique complémentaire puisse venir. On va plutôt s'intéresser à l'efficacité, peut-être même qu'au nom de la pratique. Est-ce que c'est une question de mentalité? Est-ce que c'est une question législative? C'est probablement une question de mentalité. Nous sommes restés... Je vous rappelle quand même que la médecine reste très cadrée, très officialisée, très liée aux principes qui font qu'on ne déroge pas de ce que l'on comprend comme étant le centre du corpus médical. Et les innovations dans ce domaine sont timides. Elles existent, mais elles sont timides. On avance moins vite que la moyenne des pays développés qui sont autour de nous. Il n'y a plus de traditionnalisme chez nous. En tant qu'économiste, j'imagine que le coût de certaines pratiques est bien moindre la plupart du temps, vous intéresse aussi. Exactement. Mais évidemment, ce sont des techniques qui souvent réussissent au cas par cas et nous n'avons pas toutes les analyses statistiques, nous n'avons pas tous les éléments suffisants pour les valider. Et c'est ça qui rend frileux au fond la médecine officielle. Vous pensez que c'est la mise à l'épreuve de la science? Je pense. Qui bloque un petit peu. Donc c'est plus du côté des médecins que ça bloque que côté administratif. Oui. Mais si, je continue là-dessus, si l'administration dit à partir de maintenant on va mettre un service d'ostéopathie ou on va mettre un service d'hypnose ou d'acupuncture, est-ce qu'ils sont en droit de l'imposer aux médecins ou est-ce que le corps médical peut s'opposer à cette décision? Non, le corps médical ne s'y opposera pas à partir du moment où ce sont des médecines qui quand même ont déjà leur ancienneté et leur réputation. Les exemples que vous avez cités le montrent. Mais il n'est pas évident d'une certaine manière que les médecins feront transiter leurs malades par ces unités-là. Elles risquent d'être non rentables d'une certaine manière. Elles risquent d'être non rentables. Même si économiquement parlant, on sait qu'il y a des économies à faire. Oui. Oui, donc parce qu'encore une fois, oui, mais parce que si vous voulez, je reviens sur ce que je disais, un médecin est formé sur une logique d'organes, il est formé sur un type de soins liés aux pathologies traditionnelles qui sont les siennes. Et peu sont véritablement des expérimentateurs ou des aventuriers au bon sens du terme dans l'hôpital public. On les retrouvera peut-être plus dans le privé. Est-ce qu'il y a l'équivalent d'un système de recherche et développement dans les hôpitaux? Non, pas vrai, on ne peut pas employer. Pour ces directions-là, en tout cas. On ne peut pas dire ça comme ça. Il y a des expériences qui sont faites, il y a des tentatives qui sont heureuses d'ailleurs, il y a des réussites dans ce domaine-là, mais la notion de recherche et développement que l'on connaît aux États-Unis ou que l'on connaît dans le privé n'existe pas sous cette forme-là dans le milieu hospitalier. La raison à ça, elle est habitude ou... Oui, elle est le fait qu'on pense que c'est un perfectionnement de ses propres pratiques, et ça a été le cas, qui va améliorer les résultats. On reste au fond dans une logique qui est la logique universitaire enseignée. D'accord, donc plus l'évolution que l'innovation en fait. Voilà, plus, oui c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de mutation forte, si vous voulez, dans ce domaine-là. Il n'y a pas des coups d'éclat dans l'hôpital public proprement dit. Vous l'aurez à travers des chercheurs qui travaillent dans des laboratoires, bien sûr. Vous l'aurez à travers des médecins qui travaillent en petits groupes. Et ça existe. Mais si nous restons sur la logique de l'hôpital public, c'est rarement le cas. Quel est à votre avis le futur, l'avenir proche ou lointain de l'hôpital? On sait qu'il y a une évolution assez importante sur l'informatisation, ça c'est l'administration, les transferts de dossiers numérisés, du virtuel, c'est fait que ça allège un petit peu la paperasserie. On sait que la technologie médicale avance bien. Quel est l'avenir de l'hôpital lui-même, à votre avis? Je pense qu'il va rester essentiellement un noyau dur lié à un non-transport possible de certains malades. Mais je pense que la médecine ambulatoire va faire plus de progrès qu'elle n'en a fait jusqu'à présent. En d'autres termes, l'hôpital va se décentrer, il va aller à la maison. Ah oui. Ce n'est plus le malade qui va venir, c'est l'hôpital qui va venir à lui.
ce qui sera d'ailleurs moins coûteux quant aux investissements, quant au temps de présence. Parce qu'aujourd'hui, quand un malade vient à l'hôpital, il fait les 3-8, alors que le personnel fait 35 heures. Il y a une incompatibilité entre le temps de la maladie et le temps du soin. Et le fait que l'hôpital ne devienne qu'un noyau dur dans lequel que quelques éléments forts existent et que sa périphérie se développe, si vous voulez, ça me paraît être un avenir. Est-ce qu'on court le risque d'une schizophrénie comme dans les pays anglo-saxons avec la national health, la santé publique, et la santé privée, où vous avez effectivement cette fameuse médecine à double vitesse? Vous avez les moyens, vous pouvez être soigné, vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas être soigné. Est-ce qu'on court ce risque en France? Heureusement, pour l'instant, si vous voulez, même si ça peut hanter les esprits, une notion de solidarité que l'on ressent quand même au niveau à la fois des équipes médicales, de la population française, on ne va pas dans cette voie. On tend pas vers ça. On est protégé de ça On est protégé de ça par notre propre culture. Je pense que ce serait un gros traumatisme. Alors, vous pensez que justement cet élément peut tendre à l'abus social, justement, Oui. où on voit maintenant le tourisme médical affluer, où, sans aucun ostracisme, sans aucun racisme, mais on voit beaucoup d'étrangers venir se faire soigner en France gratuitement. Ça prouve. Alors, qu'il faille les faire payer en fonction de leurs revenus, ça me paraît évident. Par contre, ça, c'est une des gloires de notre médecine. On sait très très bien que beaucoup d'hôpitaux qui sont des hôpitaux périphériques, par exemple, je vois l'hôpital de Chambéry, il y a énormément d'Italiens qui viennent se faire soigner par respect de la médecine française. Demain, on peut vendre de la médecine comme on vend du tourisme. Ça a un coût. Non, mais ça a aussi des recettes. Ça a des recettes. Oui. On voit beaucoup, c'est ce qu'on reproche un petit peu à l'hôpital, on voit beaucoup la gratuité des soins. Oui, mais ça par contre, on peut travailler ça. Ça, c'est pas une obligation de l'hôpital que de soigner gratuitement. On peut dire éventuellement que des étrangers qui ont des ressources, qui ont une feuille d'impôt, payent, si vous voulez, une prestation à l'hôpital quand ils viennent se faire soigner. On peut demain devenir exportateur de médecine. C'est une direction qui est en train d'être prise en ce moment? En tous les cas, ça bouge dans ce sens. D'accord. De faire de la médecine, et en particulier par rapport même au déficit de certains de nos très grands voisins. On voit aussi ça, par exemple, au CHU de Rouen, où il y a de plus en plus d'anglais. D'accord. Et ça ne va pas tendre justement à privatiser un tout petit peu l'hôpital, avec une gestion plus économique? Je n'emploierai pas le mot privatiser. Ce n'est pas parce qu'il devient gestionnaire qu'il est obligatoirement... Il n'y a pas d'incompatibilité entre un service public et une bonne gestion. Mais est-ce qu'il peut gagner de l'argent? Ça, c'est quelque chose... Est-ce qu'il peut gagner de l'argent, l'hôpital? Je répondrai oui. Catégorique. Catégorique. Donc l'avenir est optimiste dans ce sens-là. Dans ce sens-là. On peut le faire. On peut le faire. Là, s'il y avait une règle, si vous aviez le responsable des hôpitaux de France, si vous aviez une règle à donner en disant, maintenant, à partir de maintenant, si tu veux avoir, on va le vous voyez, si vous voulez avoir cette ligne de conduite, voilà ce qu'il faudrait adopter comme règle. Ce serait quoi? C'est un peu ce que je vous ai dit au début, si vous voulez, de réduire le taux de bureaucratisation de l'hôpital. C'est vraiment, ça passe par là. L'alléger. Je vais vous des exemples concrets. Quand vous avez, par exemple, une infirmière qui a besoin de faire remplacer une ampoule dans un service. Pour faire remplacer une ampoule, quelquefois, il faut 4 papiers et 3 signatures. D'accord. Ouais, c'est aberrant. Aberrant. La même personne qui a une responsabilité énorme pendant la nuit, quand il n'y a pas d'interne au kilomètre carré, et qui a la responsabilité, si vous voulez, de la vie de ses patients, n'a pas la même responsabilité le jour pour signer un bon pour avoir une ampoule. Donc ça peut s'alléger. C'est une trame. Bien sûr. Rendre les gens plus autonomes. L'autonomie, c'est un lien négocié, ce n'est pas de l'indépendance. Faire que véritablement le personnel s'affirme dans sa capacité à gérer lui-même ce qui est autour du lit du malade, sans être dans la dépendance d'autres personnes. Mais c'est vrai que cette autonomie risque de déborder sur le soin aussi, c'est ça le problème. C'est peut-être ce qui est craint. C'est-à-dire si je suis capable, je décide moi de changer l'ampoule, je peux aussi moi décider de faire varier le traitement. Oui, je pense que le sens de la responsabilité des soignants, non. Mais non. Par contre, dans un certain nombre de cas, certains soignants sont aux limites de leurs compétences professionnelles à des moments précis où les médecins ne sont pas présents dans l'hôpital. Donc c'est déjà le cas en fait. C'est déjà le cas. L'aménager. Exactement. Mais elles ne le font pas dans une négativité. Chaque fois qu'elles peuvent véritablement faire référence à quelqu'un qui peut les soutenir dans leur choix, elles le font. Ça
ça fait partie de leur éthique. Ça fait partie, si vous voulez, de ce qui correspond pour elles à un soin bien compris. J'ai beaucoup de respect d'ailleurs pour cette catégorie professionnelle qui est celle des soignants. Ce sont des personnes extrêmement dévouées, ce sont des personnels, si vous voulez, qui sont très proches, elles, du malade, qui comprennent que l'écoute est un moment de soin au même titre que la dotation d'une médication. Justement, est-ce que ce personnel, à votre avis, il mériterait, il devrait, il pourrait être revalorisé financièrement? La réponse est nettement oui. Il faut sortir du statut là de la fonction publique. Car ce sont finalement les infirmières les plus dévouées, les plus compétentes, qui sont relativement les moins payées, entre guillemets. On va être sévère. Si vous voulez véritablement être dans une logique actuelle, ce sont les personnes qui en font juste assez pour ne pas avoir d'histoire qui s'en tirent le mieux. Et les personnes les plus dévouées, il n'y a pas une justice dans l'équilibre de l'équation contribution-rétribution. Elle est au désavantage des soignants. Et donc de l'hôpital à, donc de l'hôpital à la fin. Si vous voulez. Et donc du patient. Donc du patient. Il faut sortir de la logique, si vous voulez, du fonctionnariat pur et simple. Alors je ne dis pas, évidemment, ça se travaille globalement. Je ne dis pas qu'il faut payer les gens au mérite. On n'en est pas à cette extrémité. D'ailleurs, les syndicats sont contre ça parce qu'ils savent très bien qu'il y a des gens qui travaillent mieux que d'autres. C'est d'autres abus après derrière. C'est d'autres abus qu'il y a derrière. Mais véritablement, amener le personnel à pouvoir recevoir une contribution il faut le faire.